bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans ce podcast, on va découvrir, on va parler, on va un petit peu débattre en solo, mais on va quand même débattre dans l'épisode du jour de la marche, de l'importance d'être à l'extérieur. On va parler également de la flexibilité métabolique. Alors ça, c'est un terme ultra populaire actuellement. Alors peut-être que vous l'avez pas vu passer, mais on a toujours comme ça des termes qui arrivent, En fait, le but, c'est de trouver des termes qui sont assez marquants, assez désirables pour intéresser les gens et puis finalement pour leur apporter un contenu avec assez peu d'innovation finalement. C'est ce que je remarque. Mais bon, bref, on en parlera quand même. Et puis, on a un thème aussi qu'il faudrait développer un petit peu plus, qui est le vivre plus souvent dehors. Donc, vous allez voir par la suite que c'est quelque chose que j'en parle assez régulièrement, mais c'est vrai que la façon dont c'est amené là, ça peut amener un petit peu plus de motivation à s'exercer de cette façon. Bon, avant de démarrer, comme vous le savez à chaque fois, je parle de ce que j'ai sorti le dimanche matin, et là ce dimanche c'était un atelier cuisine. Donc j'en fais quelques-uns durant l'année. C'est des petits ateliers comme ça, filmés dans ma cuisine, où je vous montre quelques petits plats que j'ai mis dans mon carnet de recettes, plus ou moins. Alors c'est pas juste des assiettes simples comme je vous montre sur Instagram, parce que vous le savez, d'ailleurs je sais même pas, mais si vous n'êtes pas sur mon Instagram, sachez que je publie assez régulièrement des petites assiettes comme ça, des idées de cuisine. Le but c'est pas de vous proposer des recettes impossibles à faire avec des aliments que vous trouvez que dans des bouis-bouis bio, etc. C'est vraiment de vous proposer quelque chose simple à faire, tout simplement. Et puis ça c'est une forme de transparence aussi pour moi de vous montrer ce que je mange. Donc sur mon Instagram, je sais pas si vous connaissez, mais vous tapez Fitness Smith, comme le nom de mon site, mais sur Instagram, et vous me trouverez assez facilement. Et là, dans cet atelier cuisine, le but c'était de faire une version d'un plat qu'on peut déjà transporter, qu'on peut manger froid, et qu'on peut faire alors c'est ce que j'ai appelé une cuisson pour 4 repas. Donc ça c'est toujours intéressant pour manger sainement, d'avoir le luxe de cuisiner une seule fois et qu'on ait derrière 4 repas de prévus. Alors 4 repas, c'est pas le repas complet, mais c'est en tout cas la prise de protéines un petit peu différente du blanc de poulet, du steak, de l'omelette, du morceau de poisson. Donc c'est à base de poisson d'ailleurs. Et dans la petite fiche, dans les notes, dans le PDF que je mets en plus, je vous mets également la version saumon. Donc je vous propose, vous pouvez essayer avec du saumon. Moi personnellement, je préfère avec du saumon. Là, dans la version de la recette que je vous ai montrée, c'était avec du thon. Mais moi, je préfère le goût du saumon. Je trouve que le goût est un petit peu plus relevé. Avec le thon, c'est un peu plus passe-partout. C'est bon aussi, mais c'est un peu plus passe-partout. Voilà. Donc si ça vous intéresse d'aller voir cet atelier cuisine et puis les autres également, ceux que j'ai déjà fait par le passé, allez voir dans les notes de l'émission, vous le trouverez assez facilement. Voilà. Alors, dehors ou dedans ? C'est un article que j'ai récupéré. Alors c'est un article c'est une étude tirée d'un article. Alors une étude tirée d'un article. Qui disait chaque heure supplémentaire passée à l'extérieur améliore la santé circadienne. Donc la santé circadienne, c'est comment résumer ? En fait, c'est un bon résumé, la santé circadienne. Circadienne, ça veut dire les rythmes jour-nuit, comment vous fonctionnez en fait entre le jour et la nuit. Et on sait qu'aujourd'hui, le niveau de santé est quand même corrélé au rythme
circadien, c'est-à-dire au fait d'être actif la journée et de dormir le soir. Il y a des tas et des tas et des tas de marqueurs, de signaux faibles comme ça tout au long de la journée qui vont conditionner ce rythme-là. Et c'est pour ça que certaines personnes, quand elles travaillent de nuit et elles dorment la journée, elles ont une santé un peu moindre que si elles avaient un rythme plus classique, c'est-à-dire, enfin classique, non, normal, parce que classique, on voit bien aujourd'hui qu'avec la télévision, les smartphones, les écrans, avant de se coucher, c'est plus quelque chose de santé. Mais bon, bref, vous avez compris. Donc ça améliore la santé circadienne, ça améliore l'humeur, la névrose et presque tout. Ils mettent carrément tout dans le panier. Bon, en fait, l'étude que je vous retrouve ça, publication dans le journal des troubles affectifs, donc là je le traduis en anglais, je le traduis en français, ça vient de l'anglais. Et le titre de l'étude, si je vous la traduis, c'est le temps passé à la lumière extérieure est associé à des résultats liés à l'humeur, au sommeil et au rythme circadien. Une étude transversale et longitudinale portant sur plus de 400 000 participants britanniques. Et en fait, ils disent, la lumière a des effets puissants sur l'humeur, le sommeil et les systèmes circadiens. Les humains ont évolué dans un environnement avec une distinction claire entre le jour et la nuit, mais nos environnements modernes ont brouillé cette distinction. Les effets négatifs de l'exposition à la lumière la nuit ont été caractérisés. L'importance de l'exposition à la lumière diurne a été moins bien caractérisée. Donc, lumière diurne, c'est durant la journée. Ici, nous examinons les associations transversales et longitudinales du temps passé à la lumière extérieure pendant la journée avec l'humeur, le sommeil et les résultats liés au rythme circadien. Bon, ils ont fait des tests et tout ça. Leur conclusion, c'est de dire nos résultats suggèrent qu'une faible exposition à la lumière diurne, donc la lumière du jour durant la journée, est un facteur de risque environnemental important pour l'humeur, pour le sommeil et pour le rythme circadien. Donc en fait, quand on creuse un petit peu dans les résultats, ils disaient aussi que chaque heure supplémentaire passée à l'extérieur, donc dehors, pas dedans, dehors, hors de la maison, hors de votre bureau, etc. Donc durant la journée, était associée à une probabilité plus faible de troubles dépressifs majeurs au cours de la vie, une diminution aussi de l'utilisation d'antidépresseurs, d'anédonie moins fréquente. Donc anédonie, de mémoire, c'est les personnes qui n'arrivent pas à se sentir heureux, je crois. Donc vous savez, c'est les termes un petit peu modernes dans la psychologie. Je vais contrôler ça. L'anédonie, une perte de capacité à ressentir le plaisir. Donc voilà, c'est plus ou moins ça. Perte de capacité à trouver le plaisir, moins fréquente. Donc ça c'est voilà. Donc ils ont moins d'anédonie. Moins de mauvaise humeur, un plus grand bonheur, un névrosisme plus faible, indépendamment des covariables démographiques, du mode de vie et de l'emploi. De plus, chaque heure de la lumière du jour était associée à une plus grande facilité à se lever, une fatigue moins fréquente, moins de symptômes d'insomnie et un chronotype plus précoce, voilà, bon bref. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce genre de rapports, d'études, etc. Alors, je sais, on va dire, mais les études, elles se contredisent toutes. Globalement, sur ce genre d'études, là, on peut se dire quand même que ça va pas forcément dans le sens des médocs. Donc, on n'a pas quelque chose qui est, si vous voulez, on n'a pas de médoc qui vous encourage à aller dehors. Sauf si l'étude est financée par les vendeurs d'excitants ou j'en sais rien, et encore je veux dire, même prendre un excitant, ça donne pas forcément envie d'aller dehors, ça rend peut-être plus productif ou autre, mais même au bureau, mais pas forcément, ça donne pas forcément envie de se rendre à l'extérieur de chez soi. On a quelque chose, et d'ailleurs on verra que on peut créer un lien avec le sujet qui va suivre, mais on a quand même quelque chose une bonne motivation au-delà, parce que moi je vous en parle très souvent de ne serait-ce que d'aller marcher, de faire le tour de votre pâté de maison, j'en sais rien, mais de voir la lumière du jour, et si possible tôt le matin, ça veut dire à votre réveil. Alors, c'est vrai que si vous êtes dans les bouchons le matin pour aller bosser pendant 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes avec le soleil qui se lève à travers le pare-brise de la bagnole,
bon, ben, je pense que vous êtes déjà un peu mieux exposé que la personne qui fait la route le matin de nuit et qui arrive au bureau et que le lever du soleil se passe quand lui, il est déjà sous la lumière des néons. Donc c'est déjà un point fort, à mon avis, de prendre le soleil en pleine poire à travers le pare-brise dans les bouchons. Mais pour les personnes qui peuvent pas faire ce genre de choses, qui n'ont pas le luxe, entre guillemets, d'être dans les bouchons, puisque, en fait, moi j'aime bien maintenant essayer de trouver des avantages dans le mode de vie un peu détestable vu par certaines personnes. Vous saviez que j'avais déjà parlé dans le passé du luxe d'avoir un travail physique à l'extérieur et tout ça. Et quand c'est pas ironique quand je dis le luxe, c'est le luxe pour votre santé, mais pas pour votre confort et votre, pour votre confort. Mais par contre, pour votre santé, c'est un luxe puisque le simple fait de vous lever pour aller bosser, oriente plutôt votre santé dans le bon sens et pas dans le mauvais. Alors que quelque chose qui est perçu comme un vrai luxe dans le quotidien, c'est quoi? C'est de travailler assis, au chaud ou à la clim. C'est plutôt perçu comme j'ai un travail cool, pépère, à l'abri et tout ça. Mais pour votre santé, c'est pas forcément un luxe. Et donc là, on voit bien que cette étude encourage, et je trouve que au-delà, comme je disais dans d'autres contenus, de se bouger un peu au quotidien, même si c'est un jour sans muscu ou sans crossfit ou sans je sais pas quelle pratique vous faites, de sortir, de marcher, au-delà de la petite dépense calorique, du fait de faire fonctionner votre masse musculaire, d'activer votre corps en fait, et d'encourager un petit peu la dépense calorique et puis de bien fonctionner. Vous avez également tous ces avantages-là au niveau de l'humeur qui sont pas des avantages que ponctuels et aigus, mais bien long terme, quoi. Et je vais répéter un petit peu les points forts de cette étude parce qu'ils les ont listés au tout début. Ils disent en point fort, un temps plus long passé à la lumière extérieure était associé à une probabilité moindre de troubles dépressifs majeurs à vie. Donc là, c'est pas à vie. Donc c'est quand même, il faut savoir que la dépression ou les troubles dépressifs, qui ne sont pas réellement la même chose, mais troubles dépressifs majeurs, on blague pas là, on n'est pas dans la petite dépression ou le petit sentiment dépressif du dimanche soir avant de reprendre le boulot là. On est vraiment dans quelque chose de plus lourd et à vie. Donc c'est quand même pas mal d'avoir ce genre de données. Ceux qui ont un peu morflé dans la vie se diront que c'est pas rien. Deuxième point fort, plus de lumière du jour prédit de meilleurs résultats sur une gamme de mesures de l'humeur et du sommeil. C'est pareil. Combien de personnes j'ai en consultation me disant que c'est le sommeil souvent qui merde en fait dans leur quotidien, et ils ont tellement tout essayé qu'en fait ils le mettent à l'arrière-plan, quoi. Au bout d'un moment, ils en peuvent plus, ils se disent je vais essayer de bricoler avec autre chose, avec la diète, avec le sport, parce que le sommeil, j'arrive pas à faire mieux. Donc là, encore une piste d'action que je trouve intéressante d'explorer pour ce genre d'individus. Ces relations se sont maintenues dans les analyses transversales et longitudinales. Et il y a, vous savez, parfois, il y a des personnes, je me souviens, qui me demandaient « Mais est-ce que moi, j'ai besoin, Théo, ça sert à quelque chose que je prenne une consultation avec toi parce que j'ai un certain nombre de connaissances, je m'entraîne, j'ai déjà progressé et tout. » Et moi, là, en fait, quand je leur réponds, je leur dis « Tu sais, les connaissances aujourd'hui, tu les as, je les ai, on commence tous à avoir quand même un bon niveau de connaissances. Bon, je sais, vous, c'est pas votre travail, moi, c'est le mien. Donc, du coup, peut-être que j'ai quelques mètres en plus par rapport à vous, si je peux donner une analogie. Mais globalement, les connaissances sont disponibles. C'est pas ça le problème. C'est pas de choper des nouvelles connaissances. La problématique, c'est de savoir qu'est-ce qui est bon à appliquer. Par exemple, je prends un individu qui dit moi je veux relancer ma progression, il y a logiquement 3 axes, comme je dis à chaque fois, le style de vie, la nutrition ou le sport, et cette personne en fait elle ne sait pas quoi
quoi augmenter, où se concentrer. Elle pense savoir, souvent. Elle pense que c'est parce qu'elle fait pas assez de ci ou pas assez de ça. Et très souvent, elle pense que leur régime n'est pas suffisamment restrictif, qu'ils font des erreurs au niveau de la diète et tout. Ce qui arrive très souvent d'ailleurs. Même des personnes qui ont des connaissances, je vois des erreurs longues. Enfin, c'est énorme. Mais bon, bref, c'est pas ça la question. En fait, la problématique, c'est que quand les personnes me consultent, moi, je leur permets de créer des ratios. Et ces ratios-là, donc je leur permets de créer des ratios, de leur dire bon écoute, compte tenu de tout ce que tu viens de m'expliquer là, tu gagnerais beaucoup plus à mon sens à mettre beaucoup d'énergie ou sur la diète, ou sur le sport, ou sur le style de vie. Et en fait, c'est en ça que moi j'oriente les gens, c'est de les aider à se guider, parce que comme je me répète encore une fois, mais les connaissances, beaucoup de personnes les ont, peut-être que toi tu les as, tu as des fortes connaissances, mais tu donnes quasiment la même énergie dans ces trois catégories que je viens de donner. Et en fait, ces trois catégories ne doivent pas être traitées de la même façon. C'est-à-dire que par rapport à la problématique que tu rencontres aujourd'hui, tu as certainement tout intérêt à mettre un ratio d'effort plus important dans une des trois, et de régler un petit peu les autres, soit à la baisse, soit les maintenir, etc. Et donc, c'est en ça, en gros, que moi j'interviens pour essayer de régler les curseurs un petit peu comme un équaliseur d'une vieille chaîne hi-fi. Là, vous vous souvenez avec les petits curseurs là qu'on plaçait. Moi, quand vous arrivez, vous avez tous les curseurs qui sont au niveau 0, au niveau 0. Et moi, en fait, je vais régler celui-là un peu plus à la hausse, celui-là un peu plus à la baisse, pour vraiment avoir une qualité, un fonctionnement beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable pour le son. Et donc, du coup, c'est un petit peu la même chose pour le style de vie, pour la progression, quoi. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, puisque les gens maintenant le savent, ceux qui ont pris des consultations savent comment je fonctionne, mais c'est vrai que je fais un parallèle avec ce contenu-là, cette étude, parce que c'est vrai que ce genre de choses, moi je m'appuie beaucoup sur ce genre d'études, sur ce genre de mise en avant, qui sont aujourd'hui perçues. Enfin, il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, on en est à étudier des effets positifs. Alors, une étude comme ça, il y a 80 ans, même 50, 60 ans, ça aurait eu aucun sens, aucun impact, finalement. Parce que globalement, mis à part une poignée d'élites, assez peu de personnes ne voyaient pas la lumière du jour durant la journée. Voilà, c'était assez rare. Il y avait que les personnes qui avaient un statut relativement élevé dans la hiérarchie, qui étaient tôt au bureau et qui ne le quittaient que tard le soir. Sinon, globalement, les gens avaient quand même des activités à l'extérieur. Même ceux qui habitaient en ville, ils se faisaient assez peu livrer les produits du quotidien ou leurs colis. Enfin, il n'y avait pas d'Amazon, tout ça. Donc, il y avait quand même de la circulation à l'extérieur, quoi. On allait chercher le repas, on avait entre une pause, il fallait qu'on se rende à un endroit pour expédier un courrier ou en réceptionner un autre. Et aujourd'hui, ça prend du sens parce que, j'ai l'impression, moi, l'idée du 21e siècle, c'est que l'être humain puisse tout faire depuis son canapé. Alors, ça a un côté ultra séduisant, mais ça a aussi un côté ultra déprimant, moi, je trouve, parce que on devient un petit peu frileux du moindre effort et de voir la lumière du jour. En fait, finalement, j'ai presque l'impression qu'on se transforme en vampire. Si on se laisse aller, finalement, à la logique d'où le système veut nous emmener, finalement on devient des vampires qui ne supportent plus la lumière du jour, quoi. C'est une image, je sais, mais ça me paraît quand même cohérent. C'est pour ça que il y a une saine résistance à avoir de ce côté-là, à essayer de se forcer régulièrement. Et je sais que peut-être que vous avez des habitudes de vie depuis des années, vous faites le même trajet professionnel, vous faites tout est rythmé depuis des années. Moi, je trouve qu'il est bon peut-être aujourd'hui de vous dire, tiens, c'est marrant, dans toutes les activités que je fais, quelles sont celles que je pourrais faire en me promenant dehors, quoi. Je sais pas, est-ce que je suis quelqu'un qui passe beaucoup de coups de téléphone? Est-ce que ça vaudrait pas le coup que un appel sur 3, au moins je sorte de mon bureau, j'aille sur le parking de ma boîte, ou j'essaye de voir un petit peu la lumière du jour, de me faire une pause peut-être le matin quand je pars bosser sur une aire de repos, ou j'en sais rien, peu importe, mais d'essayer d'intégrer des petites choses comme ça, et d'essayer de gagner cette petite heure d'exposition à la lumière du jour dans la journée, en plus, quoi. Mais
l'idée, c'est cette heure-là, personne ne l'a. Je suis d'accord. On a tous une vie qui est prise par d'autres activités. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le temps. Ça veut dire qu'on a le temps pour faire plein de choses. Et du coup, il faudrait qu'on enlève une des choses qu'on fait déjà pour mettre cette heure d'extérieur. Mais non, l'idée étant d'utiliser quelque chose qu'on fait déjà à l'intérieur, mais qu'on tente de le faire à l'extérieur. Donc moi, je connais pas votre style de vie à tous, mais essayez de voir dans votre style de vie, tiens, du matin au soir, qu'est-ce que je fais, quelles sont les choses que je pourrais peut-être faire à l'extérieur. Essayez de regarder ça, quoi. Mais ça peut être un truc tout bête, hein. Si vous préparez une liste de quelque chose ou un projet ou n'importe quoi, et que vous avez besoin de prendre des notes ou de vous poser sur quelque chose, ou même écouter un podcast, si vous avez tous les jours, vous prenez une demi-heure pour écouter un podcast, eh ben essayez de le faire à l'extérieur. Pourquoi pas ? Si vous êtes sujet justement à ce mode de vie moderne. Après, si vous travaillez déjà à l'extérieur, profitez-en, vous avez bien de la chance. Alors deuxième titre de ce podcast, ça s'appelle Une autre raison de bien marcher. Non, de bien marcher, de marcher tout court, mais parce que bien, ça reste à définir. Donc une autre raison de marcher. Donc là, de mémoire, d'où il vient cet article ? Je sais pas si c'est pas la nutrition.fr. Non, c'est Cerveau et Psycho. Alors je vous ai mis le lien dans les notes de l'émission, mais je sais pas si vous pourrez y accéder parce que je crois que c'est un article pour les abonnés. Donc moi je suis abonné. Mais je pense que vous aurez pas. Alors je le mets parce que par respect, hein, quand je prends des sources comme ça, je mets toujours les sources. Hein, c'est pas moi qui invente toutes ces choses-là. Mais je pense que vous pourrez pas voir l'article finalement, sauf si vous êtes abonné évidemment. Donc une autre bonne raison de marcher. Donc une des citations que j'ai notées, donc un effet que Jens Kleiner attribue en partie à une certaine distanciation physique. Deux points. Pour la récupération mentale, il est important de quitter le lieu du stress. Est-ce que vous avez déjà entendu ça ? Alors je sais plus où est-ce que j'avais entendu ça. Je crois que c'était une conférence d'un psy ou je sais plus trop quoi qui expliquait ou même d'un écrivain, je crois que je sais plus si c'était pas un auteur d'ailleurs, qui expliquait que n'importe quel problème mental peut se résoudre par la géographie, c'est-à-dire de bouger, de changer de lieu. Et c'est vrai que beaucoup de personnes, quand ils étaient un peu englués dans un mode de pensée ou un style de vie un peu néfaste, l'idée de changer ne créait pas de quelque chose on va dire, où c'était pas une révélation pour eux, mais l'action de changer d'endroit, de déménager, de partir en vacances ou autre, les amenait un petit peu à voir les choses d'une autre façon et de leur permettre de récupérer un peu mentalement. Et donc là, ils disent un effet que positif en fait à la marche, c'est aussi cette fameuse récupération mentale. Ils disent pour la récupération mentale, il est important de quitter le lieu du stress. Donc globalement, vous vivez un stress X ou Y sur un lieu particulier, donc au travail ou à la maison ou quoi. De sortir marcher peut vous aider à vous distancer de ce lieu et donc de vous permettre de récupérer mentalement. Donc après, je continue. Donc Henning Almer, professeur émérite de psychologie de la santé à l'université allemande du sport de Cologne, pense également que la séparation spatiale, donc par séparation spatiale, donc ça veut dire de vous séparer de l'endroit source de stress, enfin en tout cas où vous avez eu le stress, aide à se détacher émotionnellement du stress. Selon lui, la première chose à faire pour se détendre est de prendre de la distance, physiquement et psychologiquement. Dans le meilleur des cas, nous laisserons notre colère et nos problèmes derrière nous, peu à peu, tout en marchant. Donc vous voyez que quand je vous explique ces fameuses notions de style de vie reliées au fitness, c'est ce genre de détail sur lequel je m'appuie. On sait qu'une personne qui est fortement stressée, et même, je sais pas, vous, moi, on l'a tous vécu, on vit une journée de merde. Mais quand je dis de merde, c'est une journée où le boulot, rien ne va, enfin voilà, moi je me souviens quand j'étais salarié, il pouvait se passer des journées qui étaient nerveusement hyper taxantes. Et donc du coup, le soir, quand il est venu le moment de s'entraîner, on a beaucoup plus de friction et beaucoup plus de
tentation de ne pas y aller à cet entraînement. Et donc d'avoir des petits outils comme ça, de se dire ok, là je viens de vivre un stress à tel endroit, à tel moment, je vais prendre de la distance. Et vous savez, souvent, beaucoup de personnes parlent de changer sa façon de penser, d'essayer d'avoir des pensées positives et tout ça. Ce qui commence un petit peu à dégringoler aujourd'hui. Il faut être d'accord avec. Ça a été fortement la mode, peut-être début des années 2000 jusqu'à, on va dire, même 2010, les années 2010, etc. Mais aujourd'hui, les gens commencent à se rendre compte, attends, tes machins de pensée positive, c'est bien sur le moment, mais 2-3 jours après, c'est bon, je suis de nouveau dans ma machine à laver, etc. Et donc, ce sont des nouveautés qui par le physique, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire avant de si vous voulez, de vous forcer à essayer de vous détendre sur le lieu où vous avez eu un stress, il y a une action physique qui est de se lever, de se barrer, passer la porte de votre bureau, d'aller marcher. Et ça veut pas dire forcément faire une balade d'1 heure, mais d'aller marcher, de traverser les bureaux, d'aller peut-être à un étage où la source du conflit n'existait pas, ou j'en sais rien, peu importe, je connais pas votre conflit, je connais pas votre source de stress dans votre environnement, mais vous comprenez l'idée, de spatialement vous détacher de l'endroit où vous venez de vivre le stress. Et à partir de là, peut-être qu'on peut psychologiquement essayer de rationaliser, d'essayer d'avoir des pensées un petit peu plus claires, un petit peu plus distanciées par rapport à l'événement. Donc ça marche de concert, mais toujours l'idée d'avoir ce côté physique me séduit énormément, parce que c'est vrai que en fait, on le voit bien quand on s'entraîne en muscu. Certains, quand j'en parle autour de moi, disent que quand ils ont de la colère, la musculation les aide à évacuer cette colère. Donc ça, c'est vrai que moi, je l'ai entendu très souvent. D'autres personnes, ça va être à évacuer le stress, qui ne sera pas forcément de la colère. Ça peut être un stress, des idées qui tournent en rond, etc. Donc le fait de s'entraîner va les aider un petit peu à relativiser sur des problématiques. D'autres personnes, ça va plutôt les calmer, parce qu'ils ont un tempérament plutôt hyperactif qui les épuise, et tout en les épuisant, les empêche de dormir. Donc l'idée de s'entraîner, ils vont un petit peu calmer ça. Donc on a déjà perçu de nous, en tant que pratiquants de fitness, de muscu, de tout ce que vous voulez, on a déjà vu, tester et approuver ce genre de choses, en fait. On s'est déjà rendu compte que le corps, quand il se met en mouvement, il y a une forme de, c'est ce que je disais il y a des années, je me rappelle moi au début où la méditation est arrivée, où c'était la grosse mode, vous savez, de la pleine conscience, faut être dans le moment présent et tout ça, où Christophe André a commencé à publier tous ses bouquins, et ça devenait vraiment une tendance énorme, qui dure d'ailleurs, c'est encore assez fort. Moi j'avais fait une observation, je me souviens, je l'avais mis sur Twitter, d'ailleurs, ou Twitter où je n'y vais jamais, si j'y vais pour poster mes actus, mais c'est pas là où, je parle pas beaucoup, quoi. Et j'avais dit la pleine conscience, donc vivre le moment présent. Tous les pratiquants de musculation le vivent quand ils sont sur des barres un petit peu lourdes. Vous n'êtes jamais autant dans le moment présent que quand vous mettez un petit peu de poids sur la barre à squat ou au développé couché, parce que si vous n'êtes pas dans le moment présent, vous pouvez pas exprimer la totalité de votre force. Vous sentez que, c'est pas bon, quoi. Donc sur des barres légères, peut-être que vous vacillez, vos pensées oscillent entre divers sujets, mais dès que la barre devient un petit peu lourde, on a tous vérifié qu'on est dans le moment présent. Donc c'est ce que j'expliquais, c'est que un sport, quand il est pratiqué intensément, est une manière une méditation active sur le moment présent, sur la pleine conscience, etc., quoi. Et donc du coup là, eux ils ont regardé la marche, parce que la marche c'est quand même assez facile à expérimenter. Auprès de, si on prend n'importe qui, on peut faire marcher quasiment n'importe qui. C'est pas pareil avec une barre de développé couché ou un squat. C'est plus simple à étudier la marche. Et c'est vrai que l'idée de se déplacer, donc de la source de stress, ça peut aider. Et c'est vrai que des fois, vous savez, quand vous êtes au travail et que vous dites, oh là, j'ai vécu une journée pourrie, là, j'ai pas envie de m'entraîner. Et puis vous quittez votre lieu de travail pour rentrer chez vous, et vous sentez que le long du chemin, la motivation, en fait, a tendance à revenir, parce que justement vous vous éloignez de la source du stress, vous avez laissé le chaos derrière vous, quoi. Et ça, ça peut être valable à utiliser au quotidien, parce que c'est vrai que si vous commencez à utiliser ce genre d'outils,
Et moi, j'aime les outils comme ça. Et je sais que je suis un des seuls à les aimer parce que c'est des outils qui nécessitent. Je peux pas vous filer un code promo pour ça. Hein. On se lève, on marche. Et j'aime ce genre d'outil qui est relativement détaché de tout marketing et de toutes ces saloperies, quoi. Et donc, du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on peut avoir dans sa trousse, en fait, et qu'on se dit, tiens, en ce moment, je commence à sauter un peu trop souvent des séances de sport à cause de mon stress. Est-ce que ça serait pas intéressant pour moi d'inclure de la distanciation régulièrement, comme ça, pour réguler un petit peu l'humeur? Et encore une fois, on voit qu'une pratique fitness, qui est la marche, pour moi, la marche, ça fait partie de l'environnement fitness. En fait, dans le fitness, moi, je mets tout mode de vie actif. C'est pour ça que quand j'aime pas parler musculation, je parle fitness, parce que pour moi, fitness, forme, et forme veut dire, que vous fassiez du kayak, de l'escalade, peu importe. Mais donc, on voit bien que ce mode de vie fitness, s'il se détache du lieu de stress, peut aider. Alors, si vous vous entraînez en home gym et que vous vivez votre stress à la maison, ça peut être intéressant de vous barrer un petit peu avant de faire votre séance, parce que ou si, je sais pas, je donne un exemple, mais vous rentrez du boulot, vous vous engueulez avec votre nana, votre mec, ou je sais pas, avec vous ouvrez un courrier qui vous met la rage, sortez pendant 15-20 minutes, distanciez-vous avant de démarrer votre séance, quoi. C'est pour ça que c'est intéressant, si vous avez un home gym et vous avez le luxe d'avoir un home gym, de l'avoir dans une autre pièce que dans celui où, je sais pas, où par exemple vous avez la source du stress, quoi. Parce que c'est assez rare de s'engueuler dans le garage, par exemple. Donc, voilà. Mais ce sont des choses, encore une fois, qui sont... moi, j'aime bien. Voilà. Ce sont des outils que j'aime bien partager parce que c'est simple, c'est accessible à tout le monde. Mais visiblement, quand c'est simple et que c'est assez accessible et qu'on ne peut pas le foutre sous forme de gélule, c'est pas très populaire, quoi. Il faut le dire. Bon. Dernier sujet, on va traiter ça assez rapidement parce que je le trouve assez peu intéressant. Il s'agit de la flexibilité métabolique. Alors, vous avez déjà dû en entendre parler. C'est un terme qui revient assez souvent, donc je sais pas d'où il vient d'ailleurs, mais c'est quelque chose que les gens essaient de vous faire avoir, etc. Enfin bon, là j'ai récupéré des notes d'un article de je sais plus où, c'est myeasysanté.fr. En fait, je cherchais une définition, tout simplement. C'est pas un site que je suis habituellement, que je connaissais même pas, si vous voulez. Mais bon, l'article là faisait une petite description, donc vu que ça arrive assez tôt dans les résultats de recherche Google, je me suis dit que finalement c'était là où les gens cliquaient, ou en tout cas c'était un article qui devait être relativement populaire, donc généraliste, donc qui devait toucher du monde. Bref, ça veut pas dire que c'est une bonne référence, attention. Mais en tout cas, pour la définition, voilà ce qu'ils en disent. Donc ils disent que la flexibilité métabolique est la capacité du corps humain à augmenter l'utilisation du carburant disponible à travers l'alimentation. Donc globalement ce que vous bouffez. Si nous consommons plus de graisse, le corps brûlera plus de graisse. Si nous consommons plus de glucides, le corps privilégiera les glucides comme carburant. Donc ça, c'est leur première définition. Il continue. Les personnes ayant une flexibilité métabolique perdent plus efficacement de la graisse et ont plus de masse musculaire. Cela permet à l'organisme de mieux s'adapter au type d'alimentation suivi. Être métaboliquement flexible signifie donc que le corps peut changer de manière efficace pour fonctionner avec le carburant le plus disponible. À l'égard d'un véhicule hybride, qui peut utiliser soit un moteur à essence, soit un moteur électrique pour fonctionner, selon le type d'énergie qu'il reçoit. Donc là, déjà, j'ai pas mal de choses à dire, mais bon, surtout, là, le parallèle avec les véhicules, on pourrait parce que en ce moment, je suis vraiment en grosse recherche de voitures hybrides, etc. Je regarde un petit peu tout, et le parallèle est drôle. Donc, ils disent également que pour atteindre cette fameuse flexibilité métabolique, il faut faire du sport. Donc voilà, faire du sport globalement. Il faut le jeûne intermittent aussi, ils en parlent, suivre une alimentation adaptée. Donc, manger plus ou moins sainement, etc. Et respecter les principes de la chrononutrition. Donc, la chrononutrition,
c'est cette fameuse nutrition où, à certaines heures de la journée, on est plus apte à consommer tel ou tel aliment parce que on a des besoins particuliers en micronutriments et certaines sécrétions hormonales sont présentes à tel et tel moment. Et donc, du coup, divers nutriments sont plus importants à tel ou tel moment. Ce qui me semble quelque chose de fortement cohérent, la chrononutrition, mais sauf qu'il faut la comprendre concrètement. Hein. Faut pas s'arrêter à un bouquin ou un podcast là-dessus. Il faut essayer de comprendre un petit peu plus loin. Je me rappelle avoir fait d'ailleurs un cours, une formation justement sur les cycles de la testostérone tout au long de l'année et hyper intéressant pour essayer de comprendre un petit peu les diverses phases et tout ça. C'est qui n'est pas d'ailleurs régulier chez tout le monde, hein, mais il y a quand même des grandes tendances et c'était quelque chose que j'ai longtemps cherché, ces fluctuations pour essayer de comprendre un peu ça. Et j'en avais fait un cours assez long d'ailleurs. Enfin, vous tapez testostérone sur mon site, vous trouverez. Donc, pourquoi je trouve que déjà, c'est un mot... Alors, pour en revenir à l'introduction que je vous ai citée, la flexibilité métabolique permet au corps l'utilisation des carburants, blablabla. Si on consomme plus de graisse, il brûlera plus de graisse. Si on consomme plus de glucides, le corps privilégiera les glucides comme carburant. Donc déjà, c'est un raisonnement beaucoup trop simpliste. Je m'explique. Il y a quelques années... avait dans un bouquin qui, enfin voilà, maintenant qui commençait un petit peu à dater, qui s'appelait La nutrition de la force. Julien Vénesson avait fait pas mal de recherches sur ce qu'il avait appelé les typages nutritionnels. Vous saviez, N1, N2, N3, qui voulait dire un petit peu vos capacités à plus ou moins bien oxyder tel ou tel nutriment. Enfin, en gros, il y en a qui fonctionnaient bien avec les graisses et moins bien avec les glucides, et d'autres mieux avec les glucides, moins avec les graisses. Bref, ça a été discuté, ça a été débattu, il y a toujours des gens pour, des gens contre, peu importe. Après, il faut regarder ce qu'on vérifie chez soi. Moi, personnellement, j'ai vérifié un certain mode de fonctionnement, et je peux vous garantir que la liste des choses que l'on présente dans l'article là, il faut faire telle et telle chose, je pense faire suffisamment de sport depuis suffisamment de temps. J'ai testé le jeûne intermittent pendant suffisamment de temps. Je pense avoir une alimentation adaptée avec j'ai quasiment 0 aliments transformés dans mon quotidien. Quand je dis quasiment, au sein d'une journée, 0. Et parfois le week-end, je vais en consommer. Au niveau des compléments alimentaires, j'en prends pas beaucoup, mais je prends ce qu'il faut. Bon, bref, vous avez compris. Plus de 3000 recettes sur Instagram, enfin assiettes, vous pouvez voir que mon alimentation est saine, donc de ce côté-là ça va. Et respecter les principes de la chrononutrition, c'est un petit peu la pierre angulaire, c'est un petit peu le cœur de ma stratégie nutritionnelle depuis des années et que je vous apprends dans les cours que je propose sur le site, ça aussi. Pourtant, si je me mets à réduire les graisses et à consommer pas mal de glucides, plus de glucides, même en choisissant les meilleurs index glycémiques, en choisissant la meilleure origine, etc., je me rends bien compte que mon métabolisme est bien foutu pour tolérer certaines choses et moins d'autres. Donc je ne peux pas avoir cette flexibilité métabolique. Donc je suis conditionné par mes gènes, par l'épigénétique également, mais par mes gènes, par ma façon, par mon corps, par sa structure en fait, par comment il fonctionne, qui ne m'handicape pas du tout dans ma progression physique, pour avoir des abdos, pour avoir des pecs, peu importe, ça me m'handicape pas, mais il fallait que je comprenne comment je fonctionnais. Et donc l'idée qu'il y ait une flexibilité métabolique, déjà, ça va un petit peu à l'encontre de tout ce qu'on vérifie. C'est-à-dire que on voit bien que même avec du sport et tout ça, il y a de l'inégalité chez les pratiquants. Il y a des personnes qui vont pouvoir manger très sainement et avoir des résultats, d'autres très sainement et ne pas avoir de résultats parce qu'ils vont devoir appuyer plus fortement sur d'autres leviers, etc. Donc du coup, ils vont devoir appuyer sur le sport ou sur autre chose, ou corriger par exemple une problématique de sommeil, enfin bon, peu importe. Mais l'idée d'avoir cette flexibilité métabolique, c'est très naïf de croire qu'on est comme une bagnole hybride où on peut nous mettre un petit peu tout et qu'on est juste un calculateur intérieur qu'il faut reprogrammer. C'est des bêtises en fait, je vous le dis clairement.
en règle générale, ce que vous tolérez pas aujourd'hui, si vous faites déjà, alors évidemment, si je pars du principe que vous faites déjà les choses correctement, je parle pas du bonhomme qui vient qui a vécu en état inflammatoire pendant des années parce qu'il avait une alimentation remplie de saloperies et zéro sport et un sommeil de merde. Je parle pas de ça. Je parle quand même si vous avez déjà un rythme de vie relativement sain par rapport à la majeure partie de la population, vous avez peu de chances d'être encore plus flexible que ce que vous ne l'êtes aujourd'hui. Et pour moi, c'est une fausse croyance trop simpliste de vouloir dire aux gens, en fait, en faisant tout ça, moi, je vais t'apprendre à ce que ton corps tolère mieux telle ou telle chose. Alors évidemment, quand vous faites du sport, moi, bien sûr que les glucides, aujourd'hui, je les tolère mieux qu'avant. Mais je ne peux pas fonctionner qu'avec ça, ou en tout cas, je le vois clairement sur mon physique. Quand je fonctionne qu'avec ça, enfin, quand je dis qu'avec ça, c'est quand je fonctionne avec un mode de diète un petit peu musculation des années 90-2000, avec pas mal d'hydrates de carbone, moins de graisse, voire pas du tout, et tout ça. Moi, je fonctionne mal. Au niveau hormonal, j'ai plus de désir, j'ai plus rien, je sens que ça marche pas. Et en plus de ça, mes abdos se barrent, quoi. Et je suis obligé de tellement serrer la vis au niveau calorique que c'est pas bon, quoi, physiologiquement. Je vous le dis, ce que je vous répète assez souvent, moi, si je descends en dessous de mon métabolisme basal, donc ce que je dépense au repos, ça y est, je commence à mal fonctionner. Et j'ai suffisamment de recul et j'ai suffisamment de journées qui se ressemblent au niveau activité physique pour avancer certaines choses. J'en suis sûr. Il y en a des tonnes de personnes qui ont essayé de me convaincre de l'inverse, mais c'était des gens qui faisaient de la muscu à temps partiel 2 fois par mois ou alors pendant des périodes courtes ou qui en ont fait dans le passé mais qui ont réécrit 10 fois l'histoire. Non, voilà, à un moment donné, je veux bien des fois écouter les autres, faut être ouvert, j'écoute, mais j'ai quand même une certaine connaissance, on va dire, de mon quotidien. Je vois bien les résultats dans le miroir, etc. Et donc ça, le jeûne intermittent, comme ils en parlent. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir la dernière vidéo de Gundil sur le jeûne intermittent. Je pense que ça va en faire grincer pas mal. Mais bon, voilà, toutes ces choses-là, d'augmenter la flexibilité métabolique. En fait, moi, je vais vous dire les choses assez simplement. Pour une personne qui n'est pas vous, puisque vous, j'imagine que vous faites déjà assez sainement les choses, mais une personne qui rate un petit peu tout au niveau nutrition, sport, activité physique, style de vie, tout ça, évidemment que si vous l'orientez aujourd'hui vers un mode alimentaire plus sain, tout en conservant ponctuellement un petit peu d'aliments malsains, donc typiquement les week-ends ou les jours de fête, peu importe, mais pas s'en éloigner trop longtemps. Cette personne va être plus flexible dans le sens où elle va avoir l'impression maintenant je digère un peu tout. Ben oui, mais c'est normal parce que tu t'es privé de par exemple de brocoli, toutes ces choses-là, et on sait très bien qu'une personne qui arrive d'un mode de vie plein industriel, on lui fait un plat de brocoli pour peu qu'il y ait un peu de pois chiches en plus et puis je sais pas de l'oignon, la personne 1 heure après, elle est sur le trône en espérant que ça passe vite parce que c'est un orchestre le truc, quoi. C'est normal, cette personne n'était pas préparée à ça, elle a un apport en fibres inconnu qui débarque dans son système digestif. Il y a un apport hydrique aussi, il faut pas oublier que quand on mange des aliments comme ça, on consomme de l'eau par l'alimentation, alors que les aliments industriels, surtout les aliments secs, c'est dépourvu d'eau, quoi, c'est hyper déshydraté. Donc en fait, on modifie un petit peu le process digestif, on augmente l'apport en fibres, la nature des aliments n'est pas la même non plus. Voilà. Donc du coup, la personne va se dire « Oula, je suis pas du tout adapté, moi, les brocolis, je digère pas. » Non, mais c'est pas que tu digères pas les brocolis, c'est qu'aujourd'hui, tu les digères pas parce que tu as voulu les consommer un petit peu trop rapidement en volume. Évidemment, ton système digestif, il est pas encore prêt à encaisser ça. Vas-y progressivement. Et tu verras que si tu restes longtemps avec ce mode de vie-là, c'est la pizza que tu vas plus digérer après. C'est normal, on s'adapte plus ou moins à ce qu'on consomme, mais pas au niveau des process énergétiques. Et en fait, cette idée-là, c'est de se dire, ok, l'être humain est bien foutu, quand il a des sources d'énergie, il bouffe, et quand il en a pas, il utilise ses graisses. Donc ça, c'est vrai. Mais de là à dire que on ne peut pas mélanger
après se dire une fois qu'on a appris à son corps à perdre du gras, on peut en manger un peu des choses parce que le corps est prêt à encaisser un peu tout, un petit peu comme si on nettoyait son corps et qu'après on était capable de tout encaisser. Moi je pense pas qu'on puisse changer sa génétique, par contre on peut la comprendre. Et quand on arrive à la comprendre, ça veut dire quoi? Quand on comprend quelque chose, ça veut dire qu'on a des interrupteurs. Et ces interrupteurs, c'est aujourd'hui j'enclenche une phase de prise de masse musculaire, je sais sur quel interrupteur je dois appuyer pour que ça fonctionne pour moi. Et je veux démarrer une perte de graisse, je sais sur quel interrupteur je dois appuyer pour moi. Peu importe le discours que je vais entendre à droite et à gauche, j'ai trouvé ce qui fonctionnait pour moi et je l'applique. Ça sert à rien d'essayer de faire la méthode de machin qui fait le jeûne intermittent et qui consomme tous les soirs, il peut se permettre de manger une paella ou un kebab et qu'il a les abdos le lendemain matin. Peu importe, parce que lui, ça marche peut-être très bien pour lui, mais pour tout un tas de personnes, ça ne marchera pas. Tout autant que ma méthode ne marchera pas pour des tas de personnes. Donc c'est pour ça que moi, je fais partie des individus qui ont vécu une adolescence, une vie de jeune adulte avec du surpoids. Mon métabolisme, mon physique répond à la stratégie alimentaire que je fais. Et moi, souvent, les gens qui me contactent sont des personnes qui se reconnaissent en fait dans mon discours. Qui eux aussi, en ayant fait des diètes un peu sévères, avaient toujours un peu de gras sur le bide et ça les saoulait, suivaient les recommandations générales où les gens disaient qu'on pouvait bouffer des glucides le soir et tout, et ils gardaient du bide. Et puis un jour, moi je me suis dit fuck un petit peu tous ces conseils-là, je vais essayer de trouver la façon dont moi je fonctionne. Et puis quand j'ai commencé à m'extraire un petit peu de ces discours, ça a fonctionné. Donc je sais, alors quand on s'extrait un petit peu de ça, on se fait attaquer. C'est normal, on se fait attaquer par des gens qui vivent de ça. Donc c'est un peu logique. Mais bon, globalement, moi le discours que j'ai, c'est que je me suis fermé volontairement toute une population de personnes qui ne se reconnaîtront pas, mais je m'en fous en fait. Je préfère avoir aidé fortement des personnes qui se reconnaissent en moi, plutôt que d'essayer de faire croire à des gens que ça va les aider de manière globale. Et en fait, ça va toucher peu de gens. Il va y avoir des gens qui vont être touchés, d'autres non. Non seulement c'est pas bon pour la réputation, puisque tous celles pour qui ça marche pas, ils vont dire ça marche pas, mais en plus ça nuit aussi globalement à la santé générale. Et je m'explique. Parce qu'en donnant des conseils généraux comme ça, donc c'est un petit peu la roulette. Il y a des gens chez qui ça marche, d'autres ça marche pas. Ceux chez qui ça marche pas, la problématique, c'est que ça les ancre encore plus à croire qu'ils ont un problème. Et croire que chez eux, c'est pas possible. Et après, ça fait des discours, moi j'ai tout essayé, je suis condamné à être en surpoids, je suis condamné à pas réussir à avoir des abdos visibles et tout parce que c'est ma génétique. Non, t'es condamné tant que tu penseras que des choses globales comme ça existe. La flexibilité métabolique, pour moi, c'est une bêtise. En fait, on peut avoir une micro-marge de flexibilité à partir du moment où on a un mode de vie ultra sain, où on fait beaucoup de sport et tout. Donc, ça peut s'expliquer par la résistance à l'insuline qui diminue et où on augmente sa sensibilité à l'insuline, par le sport, par exemple. Mais ça veut pas dire que du jour au lendemain, ou même au bout de 10 ans, vous pourrez manger 300 grammes de riz le soir sans que ça ait d'impact. C'est toujours la même chose. C'est qu'on peut améliorer, mais pas modifier, clairement. Et je sais que c'est moins séduisant, c'est moins vendeur, mais déjà d'améliorer, c'est déjà très bien. Par contre, évidemment, la clé derrière ça, c'est de trouver vos interrupteurs. Vous avez tous et toutes un interrupteur pour la sèche, pour la prise de masse. Ça, c'est clair. Vous en avez tous un. Et ce genre d'interrupteur-là, il faut le trouver. Et si vous le trouvez pas, vous allez en permanence osciller entre frustration, essai de nouvelles diètes, frustration, etc. Et parce que tant qu'on est dans cette vision grand public, on a peu de chance en fait. On n'est pas assez précis et ça a peu de chance de fonctionner. Il faut malheureusement, je sais que mais c'est quand même quelque chose d'important. Moi, je trouve que le corps, le corps, la santé, peu importe, mérite quand même qu'on y attribue un petit peu de temps. C'est pas comme cette année je pars en vacances, mais j'ai pas trop envie de me prendre la tête, je prends un truc au hasard. Les vacances, c'est une chose. Le corps vous suit du matin, vous suit tout le temps en fait. Vous dormez, la santé de votre corps a un impact sur votre sommeil, un impact sur votre journée, un impact dans vos relations professionnelles, ça a un impact dans votre séduction, dans votre niveau de séduction, ça a un impact dans tellement de choses, dans votre dans votre potentiel fertilité, votre capacité à tomber enceinte.
ça a tellement un rôle important que je ne comprends pas qu'à un moment, on ne se dise pas « Ok, est-ce qu'il ne serait pas sain, j'arrive à la vingtaine, j'arrive à la trentaine, j'arrive à la quarantaine, de comprendre un petit peu mieux comment je suis foutu et comment je fonctionne. » En fait, c'est ça l'idée de mon contenu. Je vous le dis, moi, j'ai pas de prétention de vous proposer des trucs miracles, mais seulement de vous aider à vous connaître et à vous comprendre un petit peu mieux, quoi. Et je pense que quand on arrive à ça, finalement, moi, je suis quelqu'un de passionné. J'ai plusieurs passions, mais celle qui est la plus lourde, c'est celle que vous connaissez tous, qui est mon travail, quoi. Mais quand on avance en fait dans la compréhension de soi, toutes les nouvelles données qui vont dans son sens, en fait, on augmente sa passion de ce côté-là, et en fait, on a une espèce de radar à contenu qui nous concerne. C'est-à-dire qu'on n'est plus enseveli par tout le contenu, etc. On a un genre de filtre automatique qui, quand on voit le titre d'un article, on sait exactement, ou d'un discours, on sait exactement que pour nous, ça ne mérite pas qu'on donne du temps à ça, puisque ça ne nous concerne pas. Et à partir du moment où on a ce filtre-là, on peut commencer à vraiment se former pour se connaître, pour se comprendre, et donc devenir de plus en plus compétent dans sa forme d'entraînement, dans sa forme de diète, de récupération, de gestion du stress, etc. Mais tant qu'on n'a pas passé cette barrière de qui je suis et comment je fonctionne, c'est que faire des essais-erreurs et de perdre beaucoup de temps, en fait. Je suis pour les erreurs, attention. Mais les erreurs, c'est bien quand vous débarquez sur un terrain où personne n'a exploré, donc vous faites des erreurs, c'est cool. Mais quand vous êtes sur un terrain qui a déjà été exploré, où il y a déjà des personnes qui ont fait un travail de longue haleine sur les sujets, vous gagnez du temps, en fait, à comprendre un petit peu des tas de choses, et ça veut pas dire que ça va vous éviter des erreurs, mais en tout cas vous allez en faire beaucoup moins, et le but c'est d'avancer le plus vite possible. Faut pas oublier quand même que développer un bon physique, plus tôt on s'y met, mieux c'est. On peut se développer un bon physique à n'importe quel âge, d'essayer de progresser à n'importe quel âge, ça c'est sûr, mais quand même il faut être cohérent et dire la vérité. Si vous commencez tôt, c'est quand même mieux, quoi. Donc ne perdez pas trop de temps avec les trucs un petit peu à la mode, et ne vous dites pas que quand vous allez trouver votre système, il va être ennuyeux parce qu'au bout d'un moment, ça va être répétitif. C'est faux, parce que même à l'intérieur de votre système, de votre façon de fonctionner, vous avez encore des variables, et ces variables, ça peut être les formes d'entraînement, etc., qui vont pouvoir être modifiées ponctuellement pour justement relancer la motivation. Et puis de toute façon, au niveau de la diète, j'ai envie de vous dire, qui a fait le tour de la diète, que ça soit au niveau des idées de plats de cuisine, de machin et tout ça, il y a tellement à explorer, et ça avance tellement vite également que n'importe quel passionné est servi au quotidien en termes d'études, en termes de contenu, en termes de tout ce que vous voulez, quoi. Donc voilà un petit peu avec vous ce dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Flexibilité métabolique, une bonne raison de marcher, et de rester un petit peu plus dehors au quotidien. Donc, si vous avez envie d'aller voir mon travail plus poussé, où on parle pas d'actualité comme ça, mais on parle vraiment de sujets précis, allez faire un tour dans les notes de l'émission. Vous avez certainement des liens, notamment celui de l'atelier cuisine, là, mais également des liens sur des contenus un petit peu plus poussés. Allez voir mon site www.fitnessmiss.fr, devenez VIP, c'est moins cher que Netflix, et vous avez du contenu toutes les semaines, du nouveau contenu toutes les semaines. Vous avez à peu près 400 cours déjà disponibles sur des sujets divers et variés, mais en tout cas qui vous aideront à mieux vous comprendre et à mieux progresser. C'est le but, c'est l'idée derrière tout ça, de vous faire avancer chacun. Voilà. Donc on se retrouve sinon la semaine prochaine pour un futur épisode, ou de l'autre côté du rideau pour ceux qui nous rejoignent en VIP. À tout de suite, et très bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la
nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc, ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc, tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.